Donc l'intérêt de travailler avec les plans de couvre-sol, c'est limiter en fait l'entretien en choisissant des espèces plutôt que de dire je vais contrôler les adventices ou des plantes que je ne désire pas. On va dire on va ensemencer ou mettre en place des végétaux qui ont des caractéristiques qui vont correspondre à une digestion ou à des besoins esthétiques ou fonctionnels. Et donc l'idée c'est de pouvoir modifier ou mettre des plantes intéressantes. C'est une solution qui est à privilégier quand on n'a pas de possibilité de mécaniser. Typiquement quand l'accès est difficile ou on est sur des zones de culture étroites. On peut penser aussi aux apports de culture des planches hors sol ou autour de serres. Et on a, par cette technique-là, plusieurs intérêts. De limiter l'évaporation du sol, puisqu'en fait, on occupe le terrain et on empêche, on limite l'évapotranspiration, le remontée de l'eau pour les sols qui sont compactés, par exemple. On a une meilleure circulation de l'air et de l'eau du fait du système racinaire en place. On limite aussi les problèmes de lessivage et d'érosion de sol, donc là c'est intéressant pour tout ce qui est culture pleine terre. On a aussi une part non négligeable qui est l'esthétique, en paysage notamment. Et un autre effet, c'est aussi de pouvoir accueillir ou contrôler la biodiversité autour des aménagements. Et on a aussi un autre intérêt donc, qui est plus sur le long terme, quand on pense à des aménagements qui sont des zones qui sont très minéralisées, le fait de mettre des couvre-sols va capter petit à petit, donc la plante en produit elle-même de la matière organique, mais elle peut aussi en capter par les feuilles qui vont tomber de l'environnement extérieur. Donc petit à petit, on a un enrichissement du sol. Là, je vous ai présenté différents modes d'action qui existent. Donc là, vous avez une herbe, une plantule qu'on ne désire pas, en fait, l'adventice type, et différents moyens de lutter contre ces plantes. Donc vous avez en rouge toutes les méthodes destructives, en fait, on va chercher à détruire la chlorophylle, donc par exemple les herbicides, empêcher la croissance par le paillage. On peut aussi agir au niveau de la germination par les herbicides de prélevé, ou la radicelle aussi, c'est du système racinaire. On a toutes les techniques aussi de mécanique, binage, sarclage. Et l'autre solution, c'est les flèches vertes qui vont plutôt servir à diminuer la pression. Donc on a l'affaiblissement de la croissance. Donc là, on ne va pas annihiler la plante, mais simplement la limiter. Et on a aussi les techniques de la bourran qui vont simplement enfouir le stock de graines en profondeur. Alors si on a un sol qui est très enherbé, on risque au contraire de faire remonter des graines qui étaient aussi présentes sous la surface. Donc ça c'est un point à voir. Et également, un autre point, c'est d'empêcher l'arrivée de nouvelles graines venues de l'extérieur, par le paillage par exemple. Et donc nos plantes de couvre-sol, elles vont intervenir à deux niveaux. Dans l'affaiblissement de la croissance, donc en offrant une concurrence directe pour l'accès à la lumière, l'accès à l'eau et aux nutriments. Et donc il y a un choix variétal qui doit s'opérer. Et également, certaines plantes peuvent bloquer la germination, c'est ce qu'on appelle les plantes allélopathiques. Et donc ce sont des végétaux qui vont produire des métabolites secondaires, soit par les racines, par les feuilles, et qui vont se retrouver par différentes méthodes, différentes voies de libération dans le sol et agir. En allélopathie, il y a des effets des fois positifs ou négatifs qui vont favoriser le développement des plantes, d'autres fois les limiter au contraire. Et donc c'est ce qui va nous intéresser ici. Donc là je vous ai un peu listé ce qu'on attendrait d'une plante idéale. Donc le portrait robot, ça serait une plante qui s'installe rapidement, puisqu'on veut une occupation efficace du terrain. Une plante qui va s'adapter à des conditions souvent difficiles, donc le fait qu'il n'y ait pas d'eau,
ou trop d'eau, donc résistance à la sécheresse, ou par exemple au risque d'inondation. On peut avoir des effets divers comme le gel, comme les sels de déneigement en espace vert. Donc il y a beaucoup de facteurs abiotiques. On attend aussi qu'elle améliore le sol par l'aération, l'apport de fertilité, limiter l'érosion. Bien évidemment qu'elle qu'elle empêche le développement d'adventices. Au niveau de la morphologie, bien souvent on va être sur ce qu'on appelle des couvre-sols avec des plantes basses. Pas quand même qu'on puisse, en fait, l'intérêt c'est qu'on puisse les tondre pour certaines, donc on va vouloir un couvert très rare. C'est pas toujours le cas. On a aussi un effet attendu sur la biodiversité, donc que la plante n'héberge pas de ravageurs qui vont être nuisibles pour les cultures, et voire même la cerise sur le gâteau qu'elle puisse attirer les auxiliaires. Effet sur les cultures, alors c'est là où on rentre sur des choses un peu contradictoires, c'est-à-dire qu'on cherche à ce qu'il n'y ait pas de concurrence, alors que de la même manière, on veut aussi empêcher le développement d'adventices. Donc vous voyez, d'un côté on veut limiter certaines plantes et en favoriser d'autres. Donc il faut trouver des plantes qui vont agir sur un système et pas sur la culture. Et on a aussi donc, une contrainte au niveau de l'envahissement. Donc c'est bien d'avoir des plantes couvre-sol qui occupent la place, mais on ne veut pas qu'elles soient non plus envahissantes. C'est-à-dire un développement radial trop important. Et on a aussi ici une injonction contradictoire qu'il faudra maîtriser. Donc au niveau des principes de conception, là je vous ai brossé quelques points à prendre en compte quand on réalise un aménagement. Donc en fait c'est une approche qui est multifactorielle. Il n'y a pas de solution clé en main, il faut pouvoir s'adapter à toutes les situations, enfin prendre en compte la situation dans laquelle on veut faire l'aménagement. Donc tout d'abord le point le plus important c'est caractériser le milieu, donc notamment le sol, au niveau de la structure, de la fertilité. Bien souvent, on va être en espace vert, on va être sur des sols relativement pauvres, même c'est ce qui est recherché, parce qu'en fait, on aura de meilleures facilités d'avoir une plante, un végétal qui va être plus pérenne dans le temps et qui va occuper l'espace. Donc il faut aussi voir les possibilités d'entretien. Est-ce qu'on va pouvoir tondre? Est-ce qu'on va pouvoir arroser? C'est important aussi de connaître l'historique de la parcelle, donc savoir quel est le niveau initial de l'enherbement. S'il y a eu des précédents au niveau désherbage, notamment au niveau herbicide et antigerminatif. Il y a aussi l'aspect de coût, bien évidemment. De savoir quel type de plantation on va mettre en place. Est-ce qu'on va être obligé ou pas de mettre un paillage pour l'accompagnement des cultures? Et donc après, plus particulièrement dans le cas où on travaille sur une culture en place, tous les problèmes liés à la concurrence en eau, nutriments ou lumière. Et enfin, il y a l'autre aspect qui est un peu transversal, de tolérance des usagers, donc que ce soit en espace vert, donc le regard qui est porté sur l'aménagement. Est-ce qu'on va tolérer qu'il y ait quelques arbres ou est-ce qu'on va devoir avoir quelque chose qui est très propre, ces aspects-là. Et donc il faut réfléchir sur la palette végétale. Donc, comme je vous le disais, on veut une rapidité d'installation. Donc il y a une notion de vitesse de développement, en lien aussi avec la densité de plantation. Alors on peut faire soit du semi-direct, comme vous avez ici. Donc on va ensemencer la surface. C'est intéressant dès qu'on a des surfaces relativement importantes. On peut avoir des coûts relativement faibles, donc, mis à part une location d'une machine pour la mise en place, ou si on la possède. Après, on peut être limité dans le choix des espèces. Donc un autre point, c'est de pouvoir travailler sur des plants qu'on va fabriquer ou acheter. Donc on peut faire de la bouture, de la motte, il y a plusieurs possibilités. Et une autre façon de faire aussi, c'est d'installer des tapis précultivés, donc qui ont été déjà mis en culture auparavant et qu'on va simplement plaquer sur les surfaces.
Et donc à chaque système, à chaque plante, on va avoir ses exigences, ses caractéristiques par rapport à la sécheresse, piétinement, j'en ai pas encore parlé, mais ça c'est important. Et donc c'est important de pouvoir tester les végétaux. Donc là je vous ai mis plusieurs cas concrets. D'abord en espace vert, donc dans ce qu'on appelle les milieux contraints. Donc ça correspond à toutes les zones qui sont limitées, difficiles d'accès. On a des sols qui sont souvent pauvres ou pollués, hein, ça c'est un point important. Donc on va par exemple avoir les pieds d'arbres, les zones piétinées, les massifs près des voiries ou les cimetières. Donc on a souvent un faible volume de terre, donc des surfaces réduites, un effet aussi de microclimat qui peuvent être dépressifs pour la végétation. Et donc au niveau des végétaux qu'on va vouloir mettre en place, on aura une couverture de sol rapide et efficace, une résistance bien souvent au piétinement, également donc, dans certains cas la résistance au sel de déneigement et une bonne floribondité. Donc là je vous ai mis un essai réalisé par nos collègues de l'AREXA en Normandie, par l'association Paysage Florisage, qui regroupe plusieurs villes de la région, qui ont testé un ensemble de variétés d'espèces vivaces, donc sur deux communes. Donc en essai in situ, hein, c'est là où c'est le plus parlant. On peut vraiment tester les plantes en conditions réelles et puis avoir un bon échange avec les agents techniques. Et donc, plusieurs situations ont été mises en place, donc, soit en massif de bordure de route ou en pied d'arbre. Et donc, je voulais vous montrer ici quelques exemples. Donc là, on voit la mise en place donc en massif de voirie. Donc, on se rend compte que les plantes mettent du temps à s'installer. Hein. Là, on est sur 2 ans de culture. Au bout de 2 ans, on a une couverture totale. Donc, il y a toute une phase d'accompagnement donc de développement de la végétation, tout ne se fait pas en un jour. Et donc, dans ce cas-là, on travaille sur un paillis pour pouvoir accompagner et maîtriser l'enherbement pendant la phase d'occupation. Là, je vous ai mis plusieurs exemples. Vous avez, donc, parmi ce qui a bien fonctionné, vous avez le céréaliste, donc, qui est une plante couvre-sol à développement large, hein, qui peut atteindre un bon mètre par pied, qui est un développement très dense, une belle floraison blanche, donc, qui est parfois discrète parce qu'elle est sur un fond de feuillage bleu. Mais on a ici une plante qui a une bonne tenue dans le temps et qui a aussi une bonne tolérance à la sécheresse, au froid. Pour en avoir observé en montagne, ça résiste très bien. Vous avez aussi une plante phare qui est l'Achille cryptmifolia, qui est beaucoup préconisée, qui va faire aussi un tapis. Alors, ce qui la caractérise, c'est un tapis très rare. Elle est souvent associée avec d'autres végétaux, de manière en fait, à avoir des compléments dans le développement de la végétation, parce qu'en fait, cette achillée, en situation de stress hydrique, elle va s'arrêter de se développer. Donc, elle va être très, très efficace en hiver avec un bon développement. Et quand arrive l'été, elle va être souvent en retrait, et donc on peut avoir des plantes qui vont passer au travers. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir associer l'achillée avec d'autres végétaux pour avoir quelque chose une occupation du sol constante. Donc on est sur une plante très rase, ce qui permet parfois on peut la tondre hein, si on souhaite, hein, c'est possible. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est selon les conditions d'arrosage, elle va être plus ou moins développée. Plus ou moins haute, je veux dire, en feuillage. Il y a aussi, parmi les thym, il y a beaucoup d'espèces. Je vous en ai mis une ici, qui est le thym à tige longue, qui a un très bon comportement. Sur les thym, il faut faire attention parce qu'on peut avoir des problèmes de dépérissement, dès lors qu'on va avoir des zones qui sont trop arrosées. Donc ça, c'est un peu à voir au cas par cas. Et celle-ci donc, a montré un développement très dense et compact. Et enfin, vous avez ici donc la verveine nodulaire, qui est en fait une plante couvre-sol très rase,
qui est aussi pas mal utilisé. Donc là, vous l'avez ici, donc là, c'est Pépinière Philippi qui travaille là-dessus, associé avec de la chilée Crepnifolia. Donc là, on a un couvert qui pourrait se substituer en fait à un gazon. Donc, vous avez un rendu, on peut le tondre, hein, et donc, mis à part les fleurs qui vont en plus égayer le gazon, vous avez quelque chose qui est parfaitement piétinable. La verveine, souvent, elle va se développer, elle est très résistante à la sécheresse, elle va se développer sur l'été, et elle est semi-caduque en fonction du froid. Donc l'associer est là aussi très intéressant. Et j'en ai oublié une en fait. Vous avez aussi la matricaire, qui a montré de très bons résultats dans différents essais dans le réseau. Donc là, c'était un tableau, je ne vais pas vous en parler, enfin, vous le citez point par point, mais c'était juste pour vous dire que à chaque plante, ses caractéristiques, hein, positives ou parfois négatives, donc c'est vraiment l'association des plantes qui vont permettre d'avoir un résultat satisfaisant. Donc là, second exemple, sur les abords de culture. Donc, au niveau des objectifs et contraintes, donc là, on cherche à limiter l'apport de graines dans les aires de culture, du fait de la pollution qu'il pourrait y avoir par les adventices, et aussi limiter l'entretien et les applications d'herbicides. Comme tout à l'heure, on est souvent sur des sols pauvres, compactés, plus ou moins caillouteux en fonction de l'aménagement, peu ou pas irrigués, c'est-à-dire que ça peut être simplement les sprinklers qui vont arroser les tours, les abords de culture. Peu ou pas mécanisable, donc ça va vraiment dépendre de l'aménagement qui a été réalisé. Et là aussi, on va attendre une résistance au piétinement. Donc là, vous avez un essai réalisé par l'Arexor Pays de Loire sur la piloselle. Donc là, c'est une plante dont l'effet allélopathique est avéré. Donc c'est une plante qui va empêcher la germination d'autres plantes autour d'elle. Et donc, petit à petit, elle va prendre la place. Donc c'est une plante qui n'a pas un développement extrêmement rapide. Donc là, on l'a mis donc à une densité, je m'en vais mettre un plant tous les 20-30 cm. Donc il y a une phase où effectivement, on a malgré tout la présence d'adventices, et petit à petit, la plante occupe le terrain. Donc il faut 1 à 2 ans pour avoir un résultat satisfaisant. Et là, je voulais vous montrer que, effectivement, selon... là, on est sur une situation qui n'est pas irriguée. Et donc, on est au mois de septembre 2016, après une canicule importante, où la plante est toujours existante. Hein, on la retrouve quelques points verts de ci, de là. Mais on peut avoir effectivement un rendu dépressif selon la végétation. Donc là, en abord de culture, on va retrouver le thym qu'on a vu tout à l'heure, le lipia. Donc là, on est vraiment sur des plantes très rases, ce qui permet donc d'éviter ou faire on peut soit faire, selon l'équipement, juste passer un fil, un rotofil pour reprendre les tours de serre, les tours de culture. Là, on est sur des pieds en bordure de serre. On a ici un essai piloselle avec un témoin, donc qui permet d'avoir quelque chose de bien maîtrisé. Là aussi à droite, le Phuopsis stylosa, donc qui a montré une très bonne installation. Par contre, il est un peu moins résistant à la sécheresse. Donc là aussi, vous avez donc la piloselle, le Phuopsis, le thym, le lipia, donc plusieurs espèces ont été testées, donc avec des bonnes vitesses d'installation et des concurrences aux adventices qui sont variables, même que la résistance à la sécheresse. Donc là aussi, c'est à réfléchir en fonction de votre situation. Le lipia, par exemple, est à préconiser sur les zones qui sont réellement sèches. Il va moins supporter la concurrence à partir du moment où on arrose. Donc c'est vraiment à penser en fonction de chaque aménagement. Et enfin, je voulais vous parler donc d'un cas en culture, aménagement sur grande culture, et sur un cas particulier qui est la pivonne fleur coupée. Donc,
Donc ça, c'est un essai qui a été réalisé donc, à la station où je travaille, donc le SCRAD. Pour vous situer un petit peu, parce que je pense que peu de gens connaissent le sujet, la pivoine fleur coupée, en fait, c'est une culture majeure dans le secteur de la fleur coupée varoise. Donc c'est une géophyte, hein, donc une plante avec un cycle annuel très marqué, une phase de repos, une phase de croissance, donc printemps-été, et donc l'hiver, elle disparaît complètement, et ne subsiste que la racine, la griffe qui va grossir d'année en année. Donc on a des problèmes par rapport à cette culture pour maîtriser l'enherbement. Là je vous ai montré, on ne voit pas très bien, mais là c'est une parcelle au mois de juin. En fait on voit, elle est rouge en fait, parce qu'il y a du coquelicot sur toute la surface. L'agriculteur a malgré tout appliqué l'antigerminatif qui a duré quelques mois, et après donc, la végétation s'est installée. On peut avoir une maîtrise facile sur l'interrang, mais sur le rang de culture où pousse la plante, on ne peut pas mécaniser. Parce qu'on a des végétations qui est avec des tiges qui sont assez fines, et donc on ne peut pas passer d'intercept, ce genre de choses. Donc on est un peu bloqué au niveau mécanisation, d'où l'intérêt de trouver d'autres solutions, et les couvre-sols sont intéressantes à cet égard. Et puis on est aussi dans un contexte de limitation des herbicides. Pour être concret, on n'a plus qu'un antigerminatif et un défanant, même pas, c'est même plus un défanant, enfin il reste que le Roundup en fait, qui sont homologués. Donc on a aussi des limites au niveau arsenal chimique. Donc là, la grosse différence par rapport à tout à l'heure, c'est le fait que les sols sont riches. Donc on a une concurrence adventiste qui est beaucoup plus forte. Donc la mécanisation qui n'est pas possible, un piétinement qui va être important parce que pendant la phase de récolte, on passe tous les jours. Et il nous faut aussi un coût d'implantation maîtrisé par rapport à un aménagement, par rapport à une culture classique, et par rapport au chiffre d'affaires qui est dégagé par la culture. Donc on souhaite là aussi une installation rapide, une faible hauteur sur le rang pour éviter de concurrencer la pivoine par rapport à la lumière. On peut penser par exemple, et aussi faciliter la récolte, parce qu'il y a des plantes qui vont s'enrouler dans les tiges, et donc à ce moment-là, c'est inextricable d'être coincé. Et un point qui est délicat, c'est la concurrence avec la culture. Donc là, ici, on a fait un essai avec un micro-trèfle. Donc dans les trèfles, il y a des variétés naines, naturellement. Donc là, on l'avait demandé en semences pures parce qu'on voulait se permettre de pouvoir, malgré tout, en général, ça c'est issu des mélanges pont-gazon, donc on a aussi des graminées. Et donc on a voulu, dans ce cas-là, n'avoir que la micro-luzerne pour pouvoir, micro-trèfle, pour pouvoir traiter, si besoin est, avec un antigraminé. Et donc c'est un essai assez ancien, mais qui avait montré de très bons résultats, donc avec une très bonne occupation de la parcelle. Donc on avait fait un semis d'automne, donc dès le printemps un très bon résultat, et une végétation qui ne dépasse pas les 20 cm, le tout sans faire de tonte. Là on voit au niveau de la concurrence qu'en fait sur l'été c'est là où on a le plus d'adventices. Donc sur le témoin on voit bien que l'antigerminatif ne fonctionne plus. Donc on retrouve tout un cortège de plantes estivales comme les amarantes, les pourpiers, et donc ici en rouge. Et à la parcelle trèfle, on a une flore qui est tout à fait différente, si ce n'est quelques érigérons qui sont passés au travers. Donc on a vraiment une modification profonde de la flore, et aussi une quantité d'adventices très réduite. Malgré tout, donc, ce qui est intéressant, c'est de voir dans le temps ce qui se passe. Donc ce micro-trèfle, s'il a été efficace pendant la première année, premier hiver, il y a quand même quelques défauts, c'est qu'avec le temps, les adventices vont quand même prendre le dessus. Donc on avait pu avoir du gaillet qui s'est développé, quelques adventices, et donc petit à petit, il perd son efficacité. Donc s'il avait une très bonne présence la première année, l'idée ça va être de l'associer finalement avec autre chose, qui va prendre le relais. Et donc, on est comme tout à l'heure dans la réflexion de faire des mélanges à l'implantation. Là, autre exemple, là cette fois-ci non plus sur du semis, mais sur des jeunes plants, donc le lipia, tout à l'heure on l'a vu. Donc on a fait un essai à nouveau sur culture de pivoine.
Donc là, on est irrigation sur le rang, donc l'interrang n'est pas arrosé, et une plantation du mois de mai. Et finalement, c'est une culture qui, en fait, qui a beaucoup la chaleur, qui va se développer finalement assez rapidement. Et donc en un an, on a un tapis quasiment homogène. Là, vous avez donc après un an de culture, donc le couvert est bien en place. Donc là, on le maîtrise par des tontes de manière à couper tout ce qui va être, tout ce qui va dépasser en fait. Ça va permettre de descendre très bas au niveau de la lame de tonte. Et là, j'ai un problème au niveau du tableau, mais c'est pas grave. Là, vous avez l'entretien en fait de la parcelle. Donc bien sûr, on a un temps passé qui est supérieur pour la mise en place par rapport à une culture classique, ce qui est le coût de plantation, enfin le temps passé à la plantation. Par contre, au niveau traitement, forcément, on en fait réellement moins. On a quand même fait quelques traitements au niveau du rang pour toucher quelques graminées. Par contre, un poste important, ce sont les tontes. Mais on se rattrape au niveau d'entretien manuel. Donc, il faut se rendre compte qu'on est amené à passer sur le rang de culture à la main pour retirer les adventices. Et donc là, c'est là où, par rapport aux témoins, on a un temps horaire, un temps passé constant de 4 heures environ sur la parcelle. Là, sur la partie Lipia, on a un coût supérieur à la première année, un temps supérieur, mais qu'on récupère à l'année suivante. Donc au bout de 2 ans, on a à peu près équilibré le temps passé. Et après, dans le temps, on ne fait que baisser le temps passé. Alors le point important, c'est au niveau des rendements. Alors ça, on se rend compte qu'après plusieurs années de culture, alors en fait, on s'est rendu compte que sur les essais micro-trèfle, on arrivait à avoir un rendement constant, qui n'est pas perturbé. Sur le Lipia, ce n'est pas le cas. En fait, on a eu des différences de rendement importantes selon les variétés. Vous avez 3 variétés différentes. Et donc sur le Lipia, on a une baisse de rendement significative au moins pour 2 variétés. Et en fait, ça peut s'expliquer par 2 choses. D'une part, il y a la concurrence directe. Donc, vu que ce sont des plantes qui sont assez agressives, il y a une consommation pour l'eau, pour les nutriments. Et l'autre point possible, c'est la prise de froid. Alors, nous, c'est particulier parce qu'on est sur une zone littorale. Donc la plante a besoin, vu que c'est une plante vivace, elle a besoin de froid en hiver pour bien se développer l'année suivante. Et le fait d'avoir un couvert végétal, on a quelque chose qui va venir occuper le terrain et en fait limiter l'échange entre l'air et le sol. Donc du coup, le sol va se réchauffer légèrement. C'est minime, on le mesure à quelques dixièmes ou voire 1 degré de différence. Et ça va avoir un effet sur le débourrement et sur les rendements. Alors, ça va dépendre des variétés. Justement, là, on a une variété cyclotin qui a besoin de peu de froid par rapport à Adam, par exemple. Et donc là, justement, il y a un travail à faire sur les choix variétaux. Ou sinon, l'autre option, c'est... il y a aussi des parcelles qui sont faites hors littoral, et donc l'application peut se faire. Donc là, c'était juste pour conclure par rapport à cet aspect fleurs coupées. Donc il y a un intérêt à d'utiliser les couverts, les couvre-sols pour limiter les adventices. Une réduction du temps passé. On a donc par rapport à la pleine terre, on l'a vu tout à l'heure, les bienfaits par rapport à l'occupation du sol, une meilleure pénétration des pluies. Donc il y a un sol qui n'est pas engorgé. Et donc après, ça demande pour l'agriculteur d'adapter ses méthodes de travail, notamment pour les tontes et pour typiquement l'apport d'amendement. Donc par contre, au niveau des freins actuels, donc vous parlez de l'effet prise de froid. Donc nous, ce qu'on a appelé l'effet paillage, ce qu'on le voit aussi quand on fait un paillage de la culture. Donc une idée serait de travailler sur but, en fait en compensant l'effet négatif du couvert. Travailler en hauteur permet d'avoir un meilleur échange entre l'air et le sol. Ou de travailler sur des couvertures temporaires. Simplement avoir une végétation au moment où l'adventice nous dérange. Donc sur le printemps et l'été. Et donc il y a le point qu'on a vu tout à l'heure sur la durabilité dans le temps.
Donc le fait de pouvoir associer les espèces entre elles, donc le trèfle et la fétuque par exemple. Enfin, la fétuque, vous l'avez ici, on l'a essayé un peu plus tard, donc, qui met justement du temps à s'installer par rapport au trèfle, qui est par contre extrêmement basse, hein, on est à 20 cm en épiaison. Donc c'est un très bon candidat pour les essais P1. Et donc on a un producteur qui a fait un test cette année. D'ailleurs plusieurs vont s'y mettre, hein, puisqu'on a monté un groupement d'intérêt, un GIE2E, donc économique et environnemental, où la maîtrise des herbicides est un point important. Et donc dans les stratégies, il y a le fait d'enherber les cultures. Et donc un point important par rapport à ces essais-là, c'est de pouvoir les tester en entreprise. Parce qu'effectivement, toutes les situations vont être différentes par rapport au sol qu'on va trouver, par rapport aux équipements en place. Et donc, faire un test unique ne suffira pas. Alors pour aller plus loin, je voulais vous parler de plusieurs essais qui sont en cours. Un premier essai par la Rexor Normandie sur les cimetières, sur comment justement se passer de phyto dans les cimetières, parce qu'avec la loi Labbé, théoriquement on ne désherbe plus dans les villes, sauf exception dans les cimetières. Et il y a quand même une volonté de pouvoir aller au zéro phyto. Alors il y a plusieurs contraintes, parce que ce sont des milieux dégradés, où il y a aussi le facteur perception de l'usager qui est très très fort, parce que on ne permettrait pas d'avoir de l'herbe sur les tombes, ou en tout cas en périphérie. Et on est aussi sur des milieux où on a des espaces publics gérés par la ville et privés, donc qui viennent compliquer aussi le système. Et donc ils testent plusieurs solutions, comme l'enherbement contrôlé, donc par des semis, plantation de vivaces comme tout à l'heure, comme on a vu précédemment, des tapis pré-végétalisés, donc ça en fait c'est tout ce qui est culture au préalable de végétaux qu'on va venir appliquer en plaques. Voilà. Et un point intéressant que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle l'hydroseeding. Donc en fait ça va consister à appliquer les graines, donc non plus à la volée ou avec un système mécanique classique, mais accompagné en fait de plusieurs éléments qui vont faciliter la germination, notamment donc, pour ces zones pierre, gravier, où l'implantation est difficile, et on aura une meilleure homogénéité et une meilleure levée des semences. Donc on va associer des fibres végétales, un fixateur et un engrais à actionnante. Et autre programme, donc le projet Placob, qui lui aussi était initié l'année dernière, qui ira jusqu'en 2020. Donc qui va un peu plus loin dans la prospection en fait, des plantes couvre-sol. Donc adapté à plusieurs usages. Donc ça c'est un partenariat en fait, avec plusieurs instituts, donc pas que l'Astrodor, hein, il y a nos homologues en arboriculture, viticulture, maraîchage, plantes aussi aromatiques. Et donc chacun va travailler cette thématique-là par rapport à sa culture spécifique. Et donc là, vous avez un essai donc, de test d'une vingtaine de variétés. Donc on retrouve du blanc, donc sous forme de jeune blanc ou des mottes, de bouture, ou sinon des semis. Donc là, c'est l'essai 2018. Et donc vous avez les résultats en termes de pouvoir concurrentiel, c'est-à-dire en fait le taux de recouvrement des surfaces. Et donc là, vous avez la ligne rouge qui correspond un peu aux 50% en fait, hein. Donc là c'est une échelle logarithmique, mais la ligne rouge correspond en fait à au moins la moitié de la surface couverte. Et donc on voit de nettes différences en fonction du type de végétal et du mode de plantation, que ce soit en bouture ou en motte. De la même manière, au niveau des semis, on peut avoir des écarts très différents. Et le fait de travailler en mélange apporte de gros intérêts. Mais c'est vrai que c'est pas forcément intuitif. Voilà, donc j'en ai terminé avec l'exposé. Si vous avez des questions, je vous remercie pour votre attention.
On nous attend pour manger, mais il nous attendra encore, on peut bien quand même prendre une question. Oui, je vous passe le micro pour que tout le monde vous entende. Il me semblait avoir entendu parler de l'effet allélopathique des brassicacées, puis là vous n'avez pas parlé du tout de brassicacées. Alors, oui, l'effet allélopathique, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en évidence expérimentalement. On peut identifier des composés secondaires qui vont avoir une action sur la germination, au développement des végétaux. Après, pour ce que je sais, donc effectivement, il y a pas mal de plantes type méditerranéenne qui ont développé ces stratégies-là, parce qu'en fait, elles vivent naturellement dans un milieu difficile, donc il y a une concurrence pour l'accès au milieu de vie, quoi. Pour les brassicacées, je ne peux pas, enfin, je ne connais pas. Donc, d'accord. Et c'est vrai que c'est un champ d'investigation qui est assez large finalement. Comme je disais, on peut trouver un composé. La question c'est est-ce que réellement il aura une efficacité pratique et visible sur le terrain. Oui, je m'étonnais, je m'inquiétais de ne plus avoir de questions. Merci. Par rapport au milieu qu'on pourrait qualifier d'agrolimitant, par exemple, sur des bords de route, donc où on a une végétation qu'on va choisir et qu'on va installer. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la gradation, c'est-à-dire à long terme? Parce que le principe, c'est que cette matière organique, donc ces végétaux vont générer de la matière organique qui, au fil du temps, va s'accumuler. Et puis, donc, on peut imaginer qu'au fil du temps, cette matière organique qui s'accumule va permettre donc, le développement d'une végétation un petit peu plus exigeante à plus long terme et qui progressivement va devenir gênante, quoi. Alors, est-ce qu'on a suffisamment de recul par rapport aux expérimentations pour dire ça marche sur de court terme, mais à long terme, par rapport à ce phénomène d'aggradation, eh bien, ça risque de poser des problèmes. Est-ce qu'on a de l'expérimentation par rapport à ça, quoi? C'est vrai que du coup, la question posée demande de faire un essai sur du long cours, sur peut-être une échelle de temps de 10 ans, par exemple. C'est vrai que là, sur le recul qu'on a, on est sur des échelles de 3 ans, 4 ans. Effectivement, c'est une question très intéressante. Et même un végétal qui est à la base adapté pour un milieu pauvre, est-ce qu'il va finalement se développer correctement une fois que le milieu sera enrichi? C'est vrai que c'est des questions, c'est une question tout à fait intéressante, auquel moi je pourrais pas vous répondre. Après, peut-être qu'une approche, ça peut être, de toute façon, ça demande forcément un suivi, ce genre de couvert, de mise en place. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, on peut décider de modifier ou d'apporter d'autres végétaux qui vont venir compléter et accompagner l'évolution du massif, quoi. Une autre question? Oui, oula, faut que je marche alors, hein. J'arrive. Est-ce que vous avez étudié l'impact sur les auxiliaires? Ou est-ce que vous tondiez avant que ça fleurisse? Alors là, effectivement, j'ai des collègues qui ont travaillé sur la question. Souvent, ce qu'on voit, c'est pour qu'il y ait les auxiliaires, il faut qu'il y ait souvent un hôte, un ravageur. Donc, ce qu'on peut observer, c'est une dynamique d'équilibre entre, d'abord la présence du ravageur et ensuite un auxiliaire qui va, ou pas ensuite, profiter de la culture. Nous, pollinisateur, oui. Alors oui, après ça c'est un choix. De toute façon, on a des plantes qui sont particulièrement appétentes pour les pollinisateurs, comme le lypia par exemple, hein, les thym effectivement. Après c'est un choix. Quand vous peut-être sur un substitut de gazon par exemple, après il y a la contrainte, je veux dire, d'usage. Imaginez les enfants courir sur un couvert où vous avez des petites fleurs et donc les abeilles présentes. C'est quand même intéressant de pouvoir passer une tonte pour avoir quelque chose qui est net. Donc ça, c'est vrai que c'est une question de choix ensuite. En abord de culture, c'est très intéressant.
Parce qu'effectivement, vous allez permettre sur des zones qui sont non cultivées et à la base qui sont sans usage, vous allez créer un espace où va pouvoir se développer une biodiversité. Oui, de toute façon, finalement, ce couvre-sol, ça veut tout dire et rien dire. C'est pourquoi faire, en fait. Des plans de couvre-sol, pourquoi faire? C'est ça la question qui l'emporte, en fait. Oui, et en fait, il y a, au-delà de l'aspect auxiliaire, il y a aussi d'autres intérêts qu'on pourrait demander à ces plantes-là, comme les effets sur la vie du sol, sur, je pense notamment aux effets nématicides. Donc, on a plusieurs travaux qui ont été réalisés dans d'autres instituts. Et donc, la question de l'assolement, on sait par exemple le sorgho a une efficacité, mais là, il faut faire très attention à bien connaître le ravageur en place et bien maîtriser l'itinéraire technique. Parce qu'on peut avoir des cas de figure où, en pensant prendre un sorgho, il faut l'enfouir à un certain moment, stade de son développement pour qu'il y ait un effet nématicide. Si vous loupez la fenêtre, c'est plus efficace. Donc, parfois, on peut avoir des effets inverses, avec un effet négatif pour une certaine espèce de nématode et positif pour une autre. Donc, il y a du potentiel, c'est très intéressant. En fleurs coupées, en pivoine, nous on y pense aussi parce que on est sur des cultures de long cours qui vont être sur 15 ans, 20 ans. Et donc, les problèmes de nématodes peuvent se développer à ce moment-là. Donc, il y a le problème de l'assolement, mais ça, il faut pouvoir changer la culture. Donc, il faut trouver des solutions pour mettre en place en cours de culture. Et donc, travailler sur des couverts recouvrir, ça peut être une bonne piste.